en général, ces photos, très souvent, ce sont beaucoup de femmes, là, je crois. Et ma question, c'est votre approche, ce n'est pas, quand on dit militant, etc., d'être victime, mais d'être actrice. C'est toute la différence de quelque chose où je subis. I think as black people we've suffered so much. Elle dit que les Noirs ont beaucoup souffert, d'ailleurs pas qu'en Afrique du Sud, mais dans le monde entier, mais qu'elle choisit ces images de façon à ce que un peu une iconographie positive puisse avoir lieu, et pas des images justement victimisantes, parce que ça enlève le pouvoir aux gens. Elle veut plutôt des images de révolte, de soulèvement, de courage, de militance, parce qu'elle dit, bien sûr, nous en Afrique du Sud, on a eu des moments très durs en tant que Noirs. Aujourd'hui encore, la transphobie, la lesbophobie, l'homophobie sont encore très durs à supporter, mais c'est une phase transitoire et on va y arriver. La plupart des personnes que vous photographiez, comment vous les rencontrez? Et autre chose, parce qu'on a parlé lesbiens, noirs, blancs, ce qu'il y a derrière, moi c'est une interrogation toujours que je m'interroge, c'est les questions sociales, économiques qui sont une réalité de ces hommes et de ces femmes. Est-ce que ça c'est une réflexion que vous avez aussi par rapport à leur réel? Parce que très souvent, ben voilà, elle en prend plein la tête, mais aussi parce qu'il y a aussi ces réalités économiques. J'ai rencontré ces personnes, notamment dans mon activité militante, quand j'ai travaillé dans ces différentes organisations de lutte pour les droits pour les LGBT. Donc, c'est des gens que je connais, et je connais surtout leur réalité. Je suis moi-même issue d'un township. Je connais la pauvreté, je connais les conditions de vie, je connais ce que ça signifie être lesbienne et noire dans un township. Donc, ce n'est pas je fais la photo, je pars, mais c'est plus vraiment une relation qui s'instaure avec les sujets des photos. Elle dit que tous les sujets de ces photos, toutes les femmes qui sont représentées dans ces photos, quelque part c'est elle-même qui est représentée. Donc bien sûr il y a une relation d'entraide aussi avec les personnes, et puis voilà, une sorte de solidarité qui peut s'instaurer avec des personnes quand elles ont besoin de quelque chose. Maintenant on arrive plutôt dans une séquence un peu polémique, c'est le corps du black, il est soit sportif, soit voilà, quand les immigrés, parce qu'il y a beaucoup d'émigration en France, de black, d'Africains, nord-africains, et c'est vrai que la situation, c'est l'homme est plutôt un maçon, un vigile, ou un guerrier, la femme est condamnée, celles qui arrivent à sortir de leur village et de leur réalité économique de leur pays, sont condamnées à deux types de métiers de manière très caricaturale, qui est la prostitution, ou soit d'élever l'enfant du blanc bourgeois. Et vous, quelque part, et toi, excuse-moi, tu as fait une arrivée fracassante à Paris, dans plein de lieux. Ça, c'est une question un peu ouverte. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette réalité-là? Parce que quand tu parles de noir, blanc, la réalité aujourd'hui d'ici, de l'Europe, des États-Unis, cette réalité sociale, raciale, etc., elles sont toutes là. Et alors, on t'apprécie énormément, visiblement. Alors, elle dit que naturellement, elle n'est pas dupe, et qu'elle voit bien que la société française, la société occidentale en général, bien sûr, qui est vue comme un espèce de paradis en Afrique, c'est en réalité des sociétés racistes. Et elle raconte aussi un épisode auquel elle a assisté hier dans le métro. En gros, il y a deux femmes qui ont commencé à se disputer, et les autres ne connaissaient pas les raisons de cette dispute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quand même bloqué les mains de la femme noire. C'était une femme noire et une femme blanche qui se disputaient. Et les gens qui étaient autour ont bloqué les mains de la femme noire et l'ont faite, entre guillemets, prisonnière, parce que de toute façon, même en sachant pas ce qui s'était passé, il fallait quelque part calmer la furie un peu incontrôlable, avec tout ce qui va avec, de cette image un petit peu de l'Africain qui ne se contrôle pas, etc.
Donc ça, c'est une première chose. Après, elle dit, moi, quand je rentre dans des espaces artistiques, etc., j'étais un activiste avant d'être une artiste. Donc je me suis préparée pour ça. Donc je construis d'une façon très pensée ce que je vais dire, ce que je vais montrer, et de toute façon je ne me laisserai pas compromettre, et mon message politique ne sera pas compromis par justement cette compromission qu'il peut y avoir dans ce genre d'espace. Autre question, tu vois, j'ai réfléchi. Mon copain est venu quand il est sorti d'Afrique du Sud avec un magazine très classe, des gays, et il n'y avait pas un noir dans ce magazine, qui était un magazine commercial, voilà. Et de l'autre côté, je ne vais pas citer le nom du magazine parce que c'est pas très important. En France, il y a un visuel qui existe dans ces magazines très papier glacé autour du black, autour de l'arabe, autour évidemment de l'érotisme colonial. C'est les acheteurs en fait qui déterminent et leur imaginaire qui détermine ce qu'on voit dans les magazines. Donc les gays blancs sud-africains veulent voir des gays pour s'exciter, des gays blancs sud-africains ou pas sud-africains, en tout cas des gays blancs, des corps blancs, et de voir des noirs, non, ils n'en ont pas envie. Et ici c'est la même chose, ça tourne autour de ces imaginaires. Bon, et elle dit finalement c'est très simple, soit tu acceptes ce genre d'imaginaire qui t'a imposé et qui est très stéréotypé, soit tu dis non. Et tu t'achètes pas. D'accord. Mais là, on pose effectivement des questions qui, en dehors de noir, blanc, arabe, gay, etc., aussi des questions économiques. Le visuel de l'homosexuel en France, c'est plutôt un petit bourgeois, friqué, cultivé, qui va voir des beaux artistes et blancs. Et il n'y a pas d'autre visuel réellement en tant que personnalité. Oui, c'est très triste, effectivement, ce que tu dis, Mouloud. Elle dit, si j'accepte d'aller dans des espaces comme les Grands Palais et montrer mon travail là-bas, c'est pas pour me compromettre, bien au contraire, c'est pour montrer mon travail et le rendre visible auprès de ceux qui ne savent même pas quelles peuvent être les réalités, justement, d'être, par exemple, lesbienne en Afrique du Sud. Donc, c'est pour le montrer. Elle dit non convicted, ou non convaincu, ou non convaincu. Et même, elle dit, avec un peu une boutade, elle dit même à ceux qui sont là-bas et qui sont gays et qui sont en train de lutter contre leur propre homophobie intériorisée parce que, voilà, ils sont gays, ils n'arrivent même pas à le dire ou à la réaliser véritablement. Alors, une dernière question. Voilà, Judith Butler a refusé il y a un an de recevoir un prix, je crois que c'est en Allemagne, prix gay et lesbien, en disant j'aimerais mieux qu'on le donne à la communauté turque, mais dans son ensemble, et faisant aussi référence à toutes les campagnes de discrimination sociale, etc., qui a eu lieu. Et ça me fait penser à ça, c'est à la fois cette réalité raciale, sociale, lesbien, etc., peut devenir une arme, notamment autour du voile, où on va dévoiler des filles de force en France, ou en Turquie, en Allemagne, on culpabilise la communauté turque en tant que l'islam était la pire religion pour les femmes, etc. Est-ce que cette réflexion-là, tu l'as par rapport à ce désir? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée ce que disait à la fin Judith Butler, c'est que dévoiler des femmes en Afghanistan, ça devient une arme de destruction pour les populations irakiennes, afghanes, etc. Et on voit toute cette campagne au niveau des droits démocratiques, notamment des femmes ou des lesbiennes, arriver. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un peu parce que le risque, à force de ne pas voir ces questions aussi d'élargissement social, économique, ça devient une arme pour qu'ils interviennent, et ils sont intervenus en Irak pour les droits des femmes.
I think it's very, very, very important to first bridge that Oui, gap. donc elle dit que avant de, bien sûr, elle est sensible à cette question et elle croit que c'est possible de trouver des alliances avec d'autres combats, avec d'autres luttes. Mais elle dit d'abord il faut qu'on s'occupe de notre combat parce qu'il est loin d'être gagné. Aujourd'hui, la communauté gay, lesbienne, trans, ce n'est pas une communauté en réalité. Parce qu'il y a des divisions énormes du fait du sexe, c'est-à-dire que être une femme, tu peux être gay et le fait d'être un homme te privilégie par rapport à une femme. Être lesbien et gay, c'est pas la même chose. Être un gay noir, un gay blanc, ce n'est pas la même chose parce que quand tu es blanc, tu as des privilèges que quand tu es noir, tu n'as pas. Donc elle se dit, et sans parler de toute l'invisibilité des questions trans qui eux, ils sont encore dans d'autres histoires et dans un combat qui est encore peut-être plus dur si possible. Et donc elle dit d'abord il faut qu'on s'occupe de notre communauté. Moi-même en tant qu'artiste noire lesbienne, je suis un artiste, donc j'ai accès à certains espaces et donc c'est de mon devoir de m'occuper que d'autres puissent venir avec moi. We could save the world and join forces with other struggles. First, it's possible, but it's very important for us to look at ourselves first. T'as pas un dernier mot? Yeah, no, I have hope. I have hope that whatever. Elle dit qu'elle a beaucoup d'espoir en fait, qu'elle dit que ce n'est pas un état permanent, que ce que vivent les communautés LGBT dans le monde quand elles sont discriminées, ce n'est pas un état permanent, qu'il faut se battre, mais elle a beaucoup d'espoir et que tant que la personne à côté de toi n'est pas libre, voilà, il faut continuer le combat. I cannot be free till the next person is free.